Madame la rabbin, Madame la conseillère administrative, Monsieur le conseiller national, Monsieur le vice-recteur, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur d'accueillir ce soir Madame la rabbin Delphine Horviller. Et cet accueil il se fait au nom de nombreuses associations qui sont mentionnées derrière moi. Pour ma part, je vais me limiter à la part de l'Université de Genève. Et au sein de l'Université de Genève, vous êtes invité par le Global Studies Institute, l'association Esprit et la faculté de théologie. Alors, je vais vous présenter ces hôtes et essayer de vous rassurer, parce que peut-être que cela vous fait peur. Un Global Studies Institute, c'est peut-être l'antithèse de ce que vous prônez et de ce que vous développez dans votre livre. Donc rassurez-vous, ce n'est pas soviétique, ce n'est pas totalitaire, ce n'est pas la totalité dénoncée par Emmanuel Levinas, c'est au contraire le souci de combattre les prétentions des disciplines à être elles-mêmes totalitaires et à croire qu'elles peuvent être englobantes, qu'elles puissent être l'alpha et l'oméga de toutes les explications. Donc nous sommes comme vous, dans une perspective de dialogue de discipline, de dialogue d'interprétation. Bien entendu, il n'y a pas l'interprétation rabbinique dans nos disciplines, celle que vous développez dans votre livre, je suppose dans votre conférence tout à l'heure. Mais notre souci, c'est effectivement de bien connaître les disciplines, d'aller au-delà de ces disciplines, de les faire dialoguer entre elles. Un autre souci, une autre spécificité de ce Global Studies Institute, c'est l'ouverture à la cité. Donc, éviter que l'université s'enferme dans sa tour d'ivoire. Et au fond, c'est un peu la même démarche que la vôtre. Éviter que la pensée rabbinique ou philosophique s'enferme et permettre ce dialogue avec un plus grand public et ce sens de la communication qui vous sied particulièrement. La deuxième association qui vous accueille ce soir, c'est Esprit. Alors vous allez vous dire, voilà, c'est l'esprit divin, pour qui se prenne-t-il, etc. Non, c'est juste l'association des étudiants en sciences politiques et en relations internationales. Ils ont beaucoup d'humour, ils ont beaucoup d'esprit, comme l'humour juif que vous développez aussi dans votre livre. Enfin, troisième institution qui vous accueille au sein de l'Université de Genève, c'est la faculté de théologie. Alors vous pourriez penser, voilà, c'est ceux qui veulent enfermer Dieu dans un logos. Et donc la crainte, effectivement, que dénonçait Emmanuel Levinas quand il était invité dans cette faculté de théologie à la fin des années 70. Il dénonçait le risque, il craignait le risque, effectivement, de ceux qui veulent mettre en place un système explicatif de toute la Bible, par exemple le système vélausien, cher à la théologie protestante du 19e siècle, etc. Je ne suis pas dans cette faculté, évidemment, je me prononce sur quelque chose que je connais mal, mais de ce que je vois depuis des années de cette faculté, c'est plutôt le contraire. Une faculté qui est ouverte aux autres religions, aux autres pensées, aux autres formes de sagesse, et qui est souvent autocritique. Voilà, je voulais vous rassurer sur vos hôtes au sein de l'Université de Genève. J'espère que vous sentirez donc à l'aise. Donc nous sommes plus dans la lecture infinie, la remise en question, que dans les certitudes. Donc nous nous réjouissons de vous entendre et je donne tout de suite la parole à M. Emmanuel Tornard, qui est le président de la section Genève de la LICRA. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je rappelle les portables. S'il vous plaît, soyez gentils de les éteindre. Bienvenue, Madame Horviller. Nous étions à la LICRA Genève très impatients de vous entendre. Nous avons été passionnés par la lecture de votre livre, de votre dernier livre. Et l'organisation de cette soirée mérite quand même des remerciements. Je remercie le secrétaire général de la LICRA Genève, Francis Cossu, qui s'est donné beaucoup de peine pour monter cette soirée avec d'autres partenaires, comme l'a dit René tout à l'heure. Remercier aussi, j'aimerais qu'on applaudisse une membre du bureau de la LICRA Genève, c'est Romaine Jean, qui est toujours très fidèle et qui anime la plupart des débats que nous organisons. Nous en avons proposé un sur la loi sur la laïcité dernièrement. On va l'applaudir en la remerciant. Merci Romaine. Je remercie aussi le GIL. Merci David Sikorski,
Merci d'avoir accepté et d'avoir aussi proposé la venue de Delphine. Je remercie bien évidemment René de l'Université de Genève et aussi Payot. Il faut défendre les petites et les grandes librairies qui, vous le savez bien, sont menacées malheureusement de disparition, ont beaucoup de difficultés en ce moment. Je remercie aussi Sophie Courvoisier. Où est-elle? Je ne la vois pas. Elle est là. Sophie Courvoisier, qui est conseillère municipale, mais qui est aussi la vice-présidente de la LICRA Genève. La LICRA Genève a été fondée en 1972, je ne vais pas faire tout l'historique. Nous sommes une organisation, une association, un comité où il y a autant de personnes, qui est politique, mais autant de personnes de gauche, de droite, de goy, de juifs. Nous essayons d'équilibrer le plus possible et vraiment, nous prônons l'apolitisme. L'apolitisme, notre logiciel, c'est l'article 261 bis du Code pénal, dont parle souvent la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, l'excellente Martine Braunschweig-Graf. L'article 261 bis du Code pénal, Madame Orviller, c'est le seul pays au monde où un article contre, qui est une norme antiraciste, a été voté il y a à peu près 20 ans par le peuple. Et à peu près 72%, 72% pour les locaux, 72% de la population suisse a approuvé cet article du Code pénal. Je ne vais pas bien évidemment tout le lire, mais qui dit, la première phrase, ceux ou celles qui publiquement auront incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, en propageant des idéologies, je saute les articles des idéologies, malheureusement on voit que certaines sont en résurgence, eh bien pourra être condamné à 3 ans de prison ou une peine pécuniaire. Alors cet article 261 bis du Code pénal, comme je suis parlementaire fédéral jusqu'au mois d'octobre de cette année, je peux vous dire qu'un de nos jeunes collègues, brillant, valaisan, conseiller national Reinhardt, a fait voter par les 2 chambres un ajout concernant une norme contre l'homophobie. Ce sera malheureusement soumis au peuple, je dis malheureusement parce qu'il y a un groupuscule d'extrême droite qui a fait un référendum, enfin il faut respecter la démocratie, on votera l'année prochaine. Ça me paraît judicieux, ça me paraît normal d'étendre l'homophobie à cette lutte contre les discriminations. Nous prônons l'éducation, la formation, la laïcité, l'anticommunautarisme, ça c'est important, le respect de l'autre et le devoir de mémoire. Ces deux derniers thèmes, on les trouve dans votre livre et nous vous remercions vraiment de nous avoir aussi, d'avoir élargi le débat. Concernant la lecture des textes sacrés, la question qu'on pourra vous poser tout à l'heure, quelles sont les limites d'interprétation par rapport à ces textes sacrés aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux? Comment peut-on les adapter? Est-ce qu'il y a aussi une marge d'adaptation? Parce qu'on sait que certains s'en servent pour figer le débat public ou le débat politique, quel que soit du reste la religion. Ce qui nous intéressera aussi, chère madame, c'est de voir, c'est des questions qu'on se pose souvent au bureau et au comité de la LICRA, de parler de l'antisémitisme et du sionisme. Nous vous poserons un certain nombre de questions. Merci d'être venu à Genève et je me réjouis vraiment, comme nous tous, de vous entendre. Vous êtes une femme courageuse, de vous entendre tout à l'heure. Bonsoir, vous êtes très nombreux. Merci pour l'accueil fait à Delphine Orviller, qui va partager ce soir avec nous ses réflexions sur l'antisémitisme. Pour la présenter en quelques mots, elle est l'une des 3 femmes rabbins de France du mouvement juif libéral. Elle a étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem, puis le Talmud à New York. Elle a également étudié le journalisme. Elle a travaillé pour France 2. Aujourd'hui, elle est directrice de la rédaction de la revue de pensée juive Ténois. Sur le plan plus personnel, ses grands-parents maternels étaient issus de la région des Carpates, étaient des survivants des camps de concentration. Delphine Orviller est mariée,
Elle est mère de 3 enfants et c'est avec un très grand plaisir et honneur que nous allons vous écouter, après quoi vous aurez l'occasion de dialoguer avec 2 éminents professeurs de l'Université de Genève, théologiens, puis des étudiants vont vous interpeller et puis je passerai la parole à vous qui êtes très nombreux et nous vous remercions. Madame Horviller, c'est à vous. Merci beaucoup pour cet accueil, merci pour ces mots, merci beaucoup pour votre présence. Je suis très touchée et émue voilà, de vous voir si nombreux ici et ravie aussi de cette visite à Genève que j'attendais moi aussi depuis un moment. Mon livre est sorti en France en janvier. Réflexion sur la question antisémite, un petit clin d'œil bien entendu à Sartre, on reviendra peut-être là-dessus, sur ce clin d'œil au livre de Sartre des années 40. Il est sorti, mon livre, la semaine, vous en souvenez peut-être, où le gouvernement français a annoncé une augmentation de 74%, 74% des actes antisémites l'année dernière en France. Il est sorti précisément la semaine où à Paris, certains ont jugé bon de vouloir donner à la population un cours d'allemand en taguant Jude sur une vitrine d'une boulangerie parisienne dans le 4e arrondissement à Paris. La semaine où on a tagué, balafré des images de Simone Veil sur des boîtes aux lettres à Paris. Une semaine donc particulière où mon livre est sorti de façon troublante. Voilà, cette concomitance de dates m'a fait me demander si ce n'était pas un coup du lobby sioniste que d'avoir programmé pour booster les ventes du livre. Cette semaine-là, j'ai même appelé mon éditeur en lui disant « t'étais pas obligé non plus d'aller taguer des vitrines ». Alors voilà, mieux vaut en rire. On y reviendra peut-être à travers l'histoire. Je crois que l'humour juif ou l'humour tout court a été en bien des occasions une clé de résilience particulière par rapport aux tragédies de nos histoires. Une leçon, comment est-ce qu'on fait pour se relever malgré tout et jamais laisser la question ou le statut de victime définir tout ce qu'on est, mais se relever encore et encore, et ça me paraît particulièrement pertinent pour nous tous aujourd'hui, pas juste pour les Juifs, bien entendu. Alors, si certains parmi vous pensent que je vais vous livrer une recette en 30 minutes de comment on fait pour se débarrasser de l'antisémitisme, j'ai une très mauvaise nouvelle. Je ne crois pas qu'on va y arriver. Ni en 30 minutes, ni en plus d'ailleurs, parce que je crains qu'on ne parvienne jamais vraiment à se débarrasser de l'antisémitisme, qui reviendra encore et encore, peut-être avec d'autres noms, peut-être avec d'autres visages, parés d'autres vêtements, mais c'est une constante, malheureusement, dans l'histoire qui ressurgit. Il y a quelques années, l'Union des étudiants juifs de France avait affiché un peu partout dans les rues en France une campagne publicitaire où on voyait un médecin qui vantait les mérites d'un suppositoire qui s'appelait Antisémitox et qui conseillait une posologie de 1 suppositoire par jour à quiconque serait menacé par cette pathologie. Je ne crois pas que ça marche, ou que ça ait fait ses preuves, mais je trouve tout de même intéressant l'idée de ce suppositoire, hein, dans une allégorie que je vous propose maintenant, qui est que, en fait, le propre de l'antisémitisme, ou plutôt du combat contre l'antisémitisme, c'est qu'il consiste à tenter d'aider l'antisémite à désupposer ce qu'il croit savoir sur les Juifs. Ce qui est quelque chose de très difficile à faire parce que l'antisémite, il suppose beaucoup de choses sur les Juifs qui ont la particularité de ne relever d'aucune cohérence, dans le sens où on a pu reprocher, et vous le savez, aux Juifs à travers l'histoire, d'être tout et son contraire. À travers l'histoire, on a pu reprocher simultanément aux Juifs d'être trop riches et d'être trop pauvres, de menacer le système ou d'incarner le système. On leur a reproché d'être trop discrets ou d'être trop bling-bling. On leur a reproché d'avoir inventé le patriarcat ou d'avoir inventé le féminisme. On leur a reproché d'avoir créé Jésus et de ne pas y croire. On leur a reproché d'avoir inventé le bolchevisme et le capitalisme. Enfin voilà, on pourrait continuer la liste comme ça très très longtemps. Le propre de l'antisémitisme, c'est que,
en réalité, il est capable parfois simultanément d'accuser le juif de tout et de son contraire. Pourquoi? Parce qu'à travers la figure du juif, en réalité, on accuse à la fois l'autre d'être un autre et d'être le même. Ce qui, en cela, différencie l'antisémitisme d'un simple racisme. On y reviendra peut-être ultérieurement dans la soirée, mais le racisme est une xénophobie pure, traditionnellement. Le raciste est l'autre parce que l'autre est différent de lui, n'a pas la bonne couleur de peau, la bonne nationalité, le bon accent, est un peu plus barbare là où lui se perçoit comme étant un peu plus civilisé. Donc, pour un raciste, l'autre est moins que lui. C'est comme un complexe de supériorité. Alors que dans l'antisémitisme, il y a un phénomène inverse très souvent. On reproche à l'autre d'être à la fois différent de moi et comme moi. Bien souvent, on reproche aux Juifs de ne pas faire comme nous, mais en même temps, on traque dans leur identité, on essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas exactement à savoir qui l'est et qui ne l'est pas. Il y a quelques années en France, il y avait apparemment un jeu national qui s'était développé, à laquelle le célèbre moteur de recherche Google a mis fin, enfin a été forcé de mettre fin. Si vous tapiez sur le célèbre moteur de recherche n'importe quel nom, en tout cas le nom de n'importe qui exerçait des fonctions politiques ou qui faisait une carrière dans le show business, voilà, n'importe quel nom que vous tapiez d'une personnalité a priori célèbre ou reconnue, immédiatement le moteur de recherche vous proposait d'y ajouter le mot juif. Moi, j'avais fait le test en bien des occasions. Vous pouviez taper n'importe quel nom ou presque, un acteur américain, un acteur français, voilà, ou un dirigeant français, Nicolas Sarkozy, François Hollande. On associait immédiatement sur le moteur le mot juif. Pourquoi? Parce que le moteur de recherche simplement avait identifié que c'était la recherche qui était la plus souvent effectuée. Les gens voulaient savoir si leurs voisins, leurs médecins, leurs pharmaciens, leurs dirigeants l'étaient peut-être. Et on ne leur avait rien dit. On nous cache tout, on nous dit rien. Vous pouviez taper n'importe quoi. Moi, j'avais même essayé avec Père Noël. Je ne sais plus si ça marchait. Enfin, même si le Père Noël fait beaucoup plus juif, ou rabbin en tout cas, que moi. Voilà, toujours est-il que le juif, on lui reproche d'être à la fois le même et l'autre, et c'est ce qui rend la chose complexe dans la lutte contre l'antisémitisme, parce que le juif, on lui reproche d'être voilà, pareil et pas pareil. Autre élément très central dans la rhétorique antisémite, c'est qu'on accuse le juif d'avoir quelque chose qui aurait dû me revenir. Bien souvent, dans la rhétorique antisémite, il y a cette idée que le juif est là où j'aurais dû être. Comment ça se fait qu'il a ce que j'aurais dû avoir, qu'il est ce que j'aurais dû être, qu'il a l'argent ou le pouvoir ou la réussite, ou l'appartement que j'aurais dû avoir, ou la carrière, ou la baraka, ou le succès qui aurait dû être le mien. Donc, il y a dans l'antisémitisme, bien évidemment, très souvent un élément d'envie, de jalousie, qui le différencie lui aussi d'un racisme traditionnel, qui n'est plus donc un élément de complexe de supériorité, mais il y a très souvent dans l'histoire de l'antisémitisme un complexe d'infériorité, comme si le juif avait usurpé une place ou réussi à atteindre un rôle ou une fonction qui aurait dû être la mienne. Et puis, bien souvent, il y a dans l'antisémitisme cette idée que les juifs auraient un peu plus de contrôle sur le monde, de contrôle sur la situation. C'est toujours ce qu'on retrouve dans les caricatures antisémites. Vous savez, on voit ces gens qui ont des nez crochus, des oreilles, des cheveux. Et très souvent, si vous regardez les caricatures antisémites, on voit toujours que les juifs, ils ont des très très grandes mains, des mains crochues. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité à contrôler à travers les mains, à contrôler le monde et bien entendu à s'entraider. Vous savez, cette image de l'octopus, d'un animal à mains multiples, capable d'étendre son influence sur le monde, de le contrôler. Ça, c'est aussi quelque chose qui est constant dans la caricature antisémite, mais dans un discours tout à fait contemporain, auquel on est confronté encore aujourd'hui bien souvent. Alors les gens me demandent pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre sur l'antisémitisme. Est-ce que c'est lié à l'actualité? Et bien entendu, c'est lié à l'actualité, mais pas que à l'actualité. On a vu monter un peu partout dans le monde, mais de ce point de vue-là, la France a été malheureusement avant-garde et précurseur dans le passage à l'acte antisémite ces dernières années. On a vu monter la verbalisation antisémite et puis le passage à l'acte finalement assez rapide
entre les manifestations verbales et les passages à l'acte physique et les crimes antisémites ces dernières années en augmentation. Et incontestablement, il m'a fallu, comme beaucoup de gens, réfléchir ces dernières années à ce qui se passait et à ce qu'on avait du mal encore à nommer. Au début des années 2000, beaucoup de juifs en Europe ont commencé à parler d'un antisémitisme croissant, mais beaucoup de gens n'avaient pas nécessairement envie de les entendre ou d'en entendre parler. Des gens trouvaient qu'il y avait une forme de paranoïa à dénoncer cet antisémitisme, qu'on exagérait. Et puis tout à coup, il y a eu 2006, Ilan Halimi, où là encore, il y a eu comme une latence à être capable à prononcer ce mot d'antisémitisme après l'assassinat de ce jeune Ilan Halimi. Et puis après, il y a eu des dates que je vous rappelle maintenant, mais que vous avez tous sans doute à l'esprit, 2012 et Toulouse, l'assassinat des enfants Sandler et de leur papa, et de la petite Myriam Monsonego, avec une stupeur particulière qui s'est emparée de nous, mais qui nous laisse avec, en travers de la gorge, un sentiment étrange, une question qui hante, je crois, beaucoup de gens, qui est de savoir pourquoi la France n'était pas dans la rue en 2012, au moment de cet acte ô combien atroce, summum de l'horreur. Et puis encore et encore, ces actes qui se poursuivent. Jusqu'il y a quelques jours encore à Paris, avant-hier, on a profané un jardin dans le 15e arrondissement à la mémoire des enfants du Veldiv. Profané un jardin à la mémoire d'enfants assassinés. Voilà, donc bien évidemment que l'actualité m'a invité à réfléchir à cette question, mais je dirais que quiconque pense l'identité juive ou le judaïsme ne peut pas faire à un moment donné l'économie de penser cette question. Pourquoi, à travers les siècles et toujours, le nom NOM juif a suscité tant de haine et encore, ces violences qui s'abattent et qui mutent de discours théologiques en discours psychanalytiques, identitaires, sociologiques, politiques, idéologiques. Encore et encore, des résonances qui se poursuivent. Et j'ai été amenée à penser, et finalement, que ce travail que j'avais pu faire sur l'antisémitisme n'était en réalité que la poursuite de ce que j'avais pu écrire dans mes livres précédents. Ça aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure. J'avais écrit dans mes livres précédents, j'ai beaucoup écrit sur la question du féminin dans les traditions religieuses, et j'ai beaucoup écrit sur la question de l'identité, tout court. Notamment un de mes livres qui s'appelle « Comment les rabbins font les enfants ». Et je ne vous dirai pas. J'ai écrit beaucoup sur cette question de l'identité. Et finalement, il me semble, plus je pense la question de l'antisémitisme, plus elle est incroyablement liée à la question de l'identité et à la place qu'a pris ce débat dans nos sociétés. L'obsession identitaire, le repli identitaire, le communautarisme qu'on évoquait il y a un instant, fait que tant de gens autour de nous tentent de se définir en décontamination d'un autre, comme s'ils étaient vraiment eux-mêmes, quand les murs qui les séparent d'un autre se faisaient plus épais, moins poreux, quand ils arrivaient à se convaincre qu'ils sont eux-mêmes, quand il n'y a pas en autre quoi que ce soit qu'il n'y a pas en eux quoi que ce soit qui ait été altéré, dans tous les sens du terme. Altéré en français, vous l'entendez, ça veut dire abîmé ou usé, mais ça porte la trace de l'altérité, qui était si cher à Lévinas, qu'on a rappelé tout à l'heure. En fait, être altéré, c'est savoir ce que, dans son être soi-même, on doit à l'autre qu'on a croisé, à l'autre qui nous a fertilisés, contaminés, influencés, changés. Voilà. Et quiconque, que ce soit un individu, un groupe, une famille, une nation, est tenté de se raconter son histoire sur le mode de la pureté originelle, sur le mode du non contaminé, d'une origine intègre et intégriste, eh bien, trouvera l'antisémitisme au bord de sa route. Parce que le juif est toujours le nom de celui qui m'empêche d'être complètement moi. Et dès que j'ai la tentation de me raconter mon histoire comme étant pure d'un autre croisé en chemin, ou comme un retour nostalgique à un commencement où je n'avais pas croisé l'autre, eh bien très très vite, le juif devient le nom de ce qui m'empêche de faire ça. Et ce discours de la pureté, vous l'entendez, il est à l'œuvre absolument partout autour de nous. Il est à l'œuvre dans les discours politiques de tous bords. Et il est à l'œuvre, bien entendu, dans les discours religieux, toutes traditions confondues. Il est à l'œuvre dans les discours politiques aux extrêmes. C'est le fonds de commerce de l'extrême droite, depuis toujours, une décontamination d'un autre qui nous empêcherait d'être complètement nous-mêmes,
ou totalement fidèle à notre histoire telle que nous la percevons depuis ses origines, des origines pures. Aujourd'hui, il est à l'œuvre dans une partie du discours de l'ultra-gauche, notamment, et je ne sais pas si ce phénomène existe ici en Suisse, en France on l'entend beaucoup de la part de personnes proches des indigènes de la République, c'est-à-dire des groupes d'ultra-gauche qui considèrent qu'il faut retrouver une pureté, une authenticité identitaire indigène en décontamination de l'Occident ou de la blanchitude ou de la blanchité. Donc tout un discours qui étrangement fait écho avec celui de l'extrême droite en termes de quête d'authenticité et de pureté. Et bien entendu, il est à l'œuvre au sein de tous les fondamentalismes religieux qui, comme leur nom l'indique, veulent revenir aux fondements, dans un récit de leur histoire et de leurs origines, qui est une fiction historique, une fiction narrative, et peut-être on en reparlera tout à l'heure. À l'origine, aucune de nos traditions n'est pure. Chacune de nos traditions métabolise ses origines pour se les raconter autrement, dans un subtil équilibre entre ce qui dure et ce qui change, entre ce qu'on doit à l'autre et ce qu'on poursuit, et ce qu'on interrompt et qu'on va changer. Mais quand vous commencez à vous raconter votre histoire comme un fantasme de pureté originelle, alors très très vite, il y a une voix céleste qui s'attend sur nous là, très très vite, et de façon troublante, et c'est une constante de l'histoire, le juif est celui qui vous empêche de faire cela. Alors, des livres sur l'antisémitisme, il y en a beaucoup qui ont été écrits, et essentiels sur l'histoire de l'antisémitisme, sur des aspects plus sociologiques ou économiques ou psychanalytiques qui nous permettent de comprendre ce phénomène récurrent. Mais je me suis dit que moi, finalement, ma seule valeur ajoutée, c'était de l'aborder sur un angle rabbinique, sur l'angle de l'exégèse rabbinique. Les rabbins, en réalité, très très tôt dans la littérature rabbinique, s'intéressent à la haine dont ils sont victimes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils détiennent, encore une fois, la clé de l'antisémitisme, parce que c'est jamais à la victime d'expliquer ou de rationaliser ou de justifier ce dont elle est victime. Mais de façon troublante, quand on explore la littérature juive et rabbinique, on se rend compte que, malgré tout, elle a une pertinence très particulière pour comprendre la situation aujourd'hui. Et c'est comme si les rabbins avaient une conscience très troublante de tout ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la conscience que quand il existe autour d'eux une tentation totalitaire, parce que c'est de cela dont il s'agit, une tentation de se raconter son histoire comme un tout, eh bien, leur particularisme devient le danger pour celui qui vit cet élan ou cette tentation totalitaire. Et donc, dans la littérature rabbinique, on va trouver des éléments assez troublants et pertinents d'analyse d'un antisémitisme supra-historique ou éternel, même si on ne l'a pas toujours appelé comme ça. Vous le savez, l'antisémitisme, c'est un mot qui est apparu très tard dans l'histoire, autour de la fin du XIXe siècle, dans la Mittel Europa. Mais pour simplifier, j'utilise ce mot maintenant avec vous. Et donc, les rabbins, ils ont des grilles de lecture tout à fait pertinentes que je vais un peu développer maintenant avec vous. Avant notre débat, on va faire une petite plongée dans l'exégèse. Ce qui est intéressant, c'est que cette plongée dans l'exégèse, elle donne des clés pour interpréter l'antisémitisme aujourd'hui, me semble-t-il, mais elle donne aussi des outils, ce qui me semble d'ailleurs le plus critique aujourd'hui, des outils de résilience, ce dont je parlais tout à l'heure, exactement. C'est comme si les rabbins, en se racontant ces histoires, donnaient aux générations nouvelles des clés en leur disant « Tu ne vas pas t'en débarrasser ». Ça reviendra encore. C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es capable d'identifier dans quelles circonstances ça revient. Et surtout, tu es capable de te transmettre des histoires qui vont te permettre, en toutes circonstances, de te relever, d'opérer une verticalisation dans ton histoire. Alors les rabbins, ils ont plein d'outils pour ça. Ils ont le texte, ils ont l'exégèse, et ils ont un outil incomparable qui est l'humour extrêmement présent dans la littérature rabbinique et plus tard dans la littérature juive. Alors je vous propose maintenant, en quelques minutes, une plongée, une enquête dans les textes qui est développée bien évidemment, dans le livre. Mais voilà, c'est le moment de sortir vos Bibles, chers amis, en avant pour un moment d'exégèse. Et quand on parle d'antisémitisme et qu'on s'intéresse à la Bible, on est obligé de commencer par le plus grand récit d'antisémitisme biblique, la tentative d'un génocidaire dans la Bible, qui est racontée dans un célèbre livre qui s'appelle Esther, le livre d'Esther, le rouleau d'Esther. C'est le livre dans lequel les Juifs apparaissent
Avant ça, il n'y a pas de juifs dans la Bible. Il y a des enfants d'Israël, il y a des Hébreux, les fils de Jacob, ils ont plein de noms, mais ils ne s'appellent pas les Juifs. Et tout à coup, alors qu'ils sont en exil en Perse, dans un grand royaume où le souverain s'appelle Assuérus, eh bien, voilà qu'on nous parle d'eux comme étant des Juifs à travers 2 personnages, Esther et son oncle ou son mari, c'est pas très clair, ça dépend si vous voulez la lecture politiquement correcte ou moins, Mardoché, ou Mordechai en hébreu, qui est appelé le Juif. Donc, le Juif est quelqu'un qui est en exil. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'identité juive est définie comme une identité d'exil. Ce n'est pas une identité d'installation, c'est une identité d'arrachement. Et alors, au moment où le juif apparaît dans le texte, pas de bol, immédiatement l'antisémite pointe le bout de son nez, sans jeu de mots antisémite. Et donc l'antisémite arrive sous les traits de quelqu'un qui s'appelle Aman. Quand on prononce son nom dans les synagogues, les gens font « ouh », voilà, ou tapent des pieds, etc. Parce qu'on est censé ne pas laisser prononcer son nom sans tenter d'effacer son nom. C'est quelque chose d'assez troublant. Il faut prononcer son nom et en même temps faire qu'on ne l'entend pas vraiment. Voilà, c'est une façon de dire « ça nous est arrivé, mais on ne va pas lui laisser trop de place dans notre histoire ». C'est encore une façon, une résilience particulière par rapport à la mémoire et à la mémoire traumatique. Toujours est-il que Aman surgit et qu'il a un grand projet. Un grand projet, il veut se débarrasser des Juifs, il va trouver le roi, le souverain local, en disant « il y a dans le royaume des gens qui sont comme nous, mais pas comme nous ». Ils ont des lois, et ils ont les rois du royaume, mais ils ont des lois à part. Et là, en l'espace de 2 phrases, Aman, il vous a fait un résumé, un condensé de l'antisémitisme transgénérationnel que j'énonçais tout à l'heure. Déjà, l'antisémite, il a un problème avec le fait que le juif, il soit pareil et pas pareil. Comment ça se fait qu'ils sont comme nous, mais ils ne sont pas tout à fait comme nous? Et alors Aman veut s'en débarrasser. Et Aman, il a une problématique de pouvoir et de prise de pouvoir. Aman, c'est un peu, dans la Bible, pour ceux qui connaissent la bande dessinée, c'est le is no good de la Bible. C'est celui qui voudrait être calife à la place du calife. Il est dans une quête de pouvoir, dans une envie, une jalousie de pouvoir. Et c'est comme si le juif était là sur sa route et l'empêchait d'être là où il aurait dû être. Et alors, le livre d'Esther va raconter ça, cette haine, qui finalement, un génocide n'aboutit pas, échoue. D'ailleurs, c'est raconté sous la forme d'une mascarade. On raconte cette histoire au moment d'un carnaval juif. C'est troublant, c'est une histoire dramatique. Mais on le raconte sous la forme d'une blague, d'un truc dont on peut rire, dont on est capable de se moquer. Et alors, les rabbins, la littérature rabbinique, essaient de se demander pourquoi il nous en veut tellement? Qu'est-ce qu'on lui a fait à ce Haman? Et alors, il y a toute une réflexion rabbinique qui va remonter dans le temps, qui va se livrer à une véritable enquête pointilleuse dans le texte pour essayer de savoir d'où vient la haine d'Aman. Et alors je saute des étapes, et en fait les rabbins nous expliquent que Haman en veut énormément aux Juifs parce qu'il y a en lui une haine qu'il a héritée de ses ancêtres. Et alors les rabbins nous racontent l'histoire d'une haine transgénérationnelle. Alors attention, ils ne sont pas du tout en train de dire que l'antisémitisme c'est un truc génétique, ou qui se transmet dans les familles. Mais il suppose qu'il y a parfois dans l'antisémitisme un élément de quelque chose qui mute d'une génération à l'autre et qui reste jusqu'à ce que, parfois, dans une histoire ou dans une famille, on soit capable d'y faire face. Et alors, d'où vient la haine d'Aman? Il remonte les générations. Et alors, il se rend compte que Aman descend d'un type qui s'appelle, dans la Bible, Amalek. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Amalek, c'était un roi local. Le peuple d'Amalek vit dans la région. On en parle dans la Bible, les Amalécites ou les Amalékites, selon les traductions bibliques. Et Amalek, c'est un roi qui, avec son peuple, a attaqué les Hébreux quand les Hébreux sont sortis d'Égypte. Donc il y a tout un épisode dans la Bible, on nous dit que Amalek s'en est pris aux Hébreux de façon très lâche au moment où ils quittaient tout juste l'esclavage. Mais toujours est-il que pour les rabbins, Amalek, c'est devenu un nom de code. Amalek, c'est celui qui, à chaque génération, nous en veut. Amalek, c'est celui qui, par exemple, la littérature rabbinique, elle dit que les croisés, c'est des enfants d'Amalek, et les nazis, c'est des enfants d'Amalek, et ceux qui sont responsables des pogroms, c'est des enfants d'Amalek. Ils n'ont pas besoin d'être en famille génétique pour ça, ou de filiation biologique. Il y a quelque chose d'Amalek qui s'éveille dans l'histoire, et qui, de façon récurrente, va frapper. Et quand les rabbins s'intéressent à l'histoire d'Amalek, alors là, ils découvrent des trucs incroyables sur sa vie. En tout cas, ils explorent des pistes incroyablement culottées et pour le coup, pas du tout politiquement correctes. En 2 mots, l'histoire d'Amalek, telle qu'elle est racontée dans le Talmud, la loi orale du judaïsme, c'est que Amalek, c'est le petit-fils de Ésaü. Vous vous souvenez d'Ésaü, le fils de Jacob? Là, ça fait réviser tous vos souvenirs, voilà. Peut-être de catéchisme, de Talmud Torah, je ne sais pas. Et alors, Amalek est le petit-fils d'Ésaü, mais c'est aussi le fils
d'un monsieur qui s'appelle Éliphaz, le fils d'Ésaü, et d'une dame, sa concubine, qui s'appelle Timna. Et Timna, elle est nommée tout le temps dans la Bible. Alors les rabbins, ils disent, mais pourquoi on s'intéresse à tel? Pourquoi on nous nomme Timna? C'est une femme, les femmes, on ne s'intéresse pas tellement dans la Bible, c'est connu. Pourquoi Timna, elle a ce statut particulier? Et alors les rabbins inventent une histoire incroyable. Et ils nous disent que Timna, la mère d'Amalek, c'est une femme, une princesse locale, qui rêvait de devenir juive. Elle voulait se convertir au judaïsme. Vous l'entendez, les rabbins font là un anachronisme total, parce qu'à cette époque, il n'y a pas de juifs et il n'y a pas de conversion, ça n'existe pas. Mais ils s'imaginent qu'il y a une femme qui a voulu devenir juive, alors elle s'est présentée devant un tribunal rabbinique, qui est le lieu des conversions, ce qu'on appelle un bet din en hébreu. Elle se présente devant le bet din le plus classe de l'histoire, dans lequel siègent Abraham, Isaac et Jacob. Et là, ils examinent son cas, tout ça c'est dans le Talmud, et ils disent, non, on ne va pas la prendre. Sans explication, ils la rejettent. Et là, Timna est dépitée. D'ailleurs, c'est le sens de son nom en hébreu. Timna, ça vient d'une racine qui veut dire « elle est empêchée ». Et elle va donner naissance, alors elle trouve un concubin, le fils d'Ésaü, et elle va donner naissance à cet enfant qui s'appelle Amalek. Et donc les rabbins disent que d'une certaine manière, Amalek, c'est l'enfant de ce dépit, de ce rejet. Timna, elle aurait vraiment aimé appartenir, mais elle n'a pas pu appartenir. Et c'est comme si Amalek était chargé de cette rancœur et de cette colère qui allait se transformer en haine à travers l'histoire, à tel point que les rabbins, avec leur humour légendaire, ils disent dans le Talmud, de façon un peu plus polie que ce que je vais faire maintenant, ils disent « si on avait su toutes les emmerdes qu'on allait avoir, Timna, on aurait mieux fait de l'accepter ». Mais vous entendez, il faut une sacrée dose d'autocritique dans cette lecture talmudique-là, parce qu'il suggère dans cette lecture que, en fait, les Juifs, ils ont une sorte de responsabilité là-dedans, ce qui n'est pas du tout audible, bien entendu, pour nos oreilles modernes. Mais ça dit à quel point les rabbins sont prêts à explorer d'abord une forme d'autocritique, mais surtout d'avoir une conscience particulière, théologique, de ce qu'implique le non-prosélytisme juif. Parce que c'est un problème. Vous savez, les Juifs, par rapport à d'autres traditions religieuses, ils ne cherchent pas à vous convertir. Ils ne considèrent pas que vous avez besoin de devenir juif. Ou en tout cas, très rarement dans l'histoire, ils l'ont considéré. Il y a eu sans doute des exceptions, mais la majeure partie de l'histoire juive, les Juifs n'ont pas cherché à convertir. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas besoin de devenir juif pour être quelqu'un de bien ou trouver le salut. Et ce non-prosélytisme qui aurait dû les rendre finalement très sympathiques, c'est-à-dire qu'a priori c'est sympathique cette idée que vous n'avez pas besoin de vous convertir, en fait ça a joué en leur défaveur. Et les rabbins en sont très conscients. Et bien souvent dans la rhétorique antisémite, il y a cette idée de dire des Juifs, mais finalement, mais pour qui se prennent-ils, ces gens-là, à ne pas vouloir nous convertir? Qui sont ces gens qui considèrent qu'on n'est peut-être pas assez bien pour rejoindre ce petit groupe-là dans l'entre-soi élite, sûr de lui et dominateur, auraient dit d'autres. Enfin, quelque chose de l'ordre d'un club privé qu'incarnerait le judaïsme, qui aurait fermé ses frontières. Moi, quand je raconte cette histoire, je pense toujours à la célèbre phrase de Groucho Marx qui disait « Je ne voudrais jamais appartenir à un club qui m'accepte comme membre ». Et en fait, il y a de ça, parfois, dans une rhétorique de haine des Juifs. Et c'est comme si les rabbins étaient prêts à explorer cette voie. Mais leur exploration, elle ne s'arrête pas là. Si Aman représente un antisémitisme de l'ordre d'une jalousie, d'une envie de pouvoir et d'une envie de contrôle, Amalek, il représente un antisémitisme de l'ordre de la volonté d'appartenance. On reproche aux Juifs, encore aujourd'hui très souvent, d'incarner l'appartenance, comme s'ils étaient un peu plus soudés, un peu plus unis, un peu plus dans l'entre-soi, et que nous, on n'y arrivait pas. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et Amalek vient raconter cette histoire. Mais les rabbins, ils vont encore plus loin, et on peut remonter encore dans les générations. Et alors, ils s'intéressent, après avoir s'être intéressés à Aman, d'une certaine manière au fils, ils se sont intéressés à Amalek, le père, et ils s'intéressent maintenant au grand-père, Ésaü. Et là, Ésaü, il a une histoire extraordinaire. Ésaü aussi, il vient nous raconter quelque chose de façon troublante, incroyablement pertinente pour aujourd'hui. Vous vous souvenez de cette histoire d'Ésaü? Ésaü, il a un frère jumeau qui s'appelle Jacob. Jacob et Ésaü, c'est les premiers jumeaux de la Bible, mais on nous dit qu'ils se battent
au sein de leur mère. Rebecca est enceinte et la Bible nous dit qu'il y a un combat à l'intérieur de son utérus en elle. À l'époque, on n'a pas d'échographie, mais on sait très bien qu'il y a un combat entre Jacob et Ésaü qui représente, bien sûr, pour les sages et les commentateurs, un combat allégorique, un combat entre deux essences, deux façons d'être au monde, deux identités. Et alors, des détails nous sont livrés sur ces deux personnages à leur naissance, des détails qui ne sont pas du tout anodins. Le premier qui naît, le premier des deux jumeaux, c'est Ésaü. Et Ésaü, il naît poilu, ce qui est assez rare. Il naît couvert de poils. Et les rabbins disent Ésaü est couvert de poils parce qu'il naît déjà pubère. C'est comme s'il était né déjà tout fait. Et son nom en hébreu, Esav, c'est un participe passé du verbe faire, il s'appelle déjà fait, tout fait. Et donc il naît tout fait, il est poilu. Ce qu'il sera est ce qu'il est ce qu'il a toujours été. C'est la définition d'Ésaü. Et voilà que surgit son frère jumeau, qui le talonne, qui le suit. Et d'ailleurs ce frère s'appelle Yaakov, ce qui veut dire talonnera, ou suivra, ou à suivre. Et je ne sais pas si vous percevez ça, Ésaü est un enfant, si vous voulez, imaginez que vous êtes invité chez des gens, ils vous présentent leurs deux fils, et ils vous disent, le premier, il s'appelle déjà fait, c'est fini, et le deuxième, il s'appelle à suivre. Et de fait, le deuxième, non seulement il est à suivre, il a un nom au futur, Yaakov, mais en plus il va devenir, au détour d'un combat, au bord d'une rivière, Israël, qui est lui-même un nom au futur. Et dans ce combat, il va boiter, c'est-à-dire qu'il va avoir une identité bancale, une identité en mouvement, un entre-deux. Donc tout chez Jacob raconte l'identité sur la modalité du pouvoir-être, la modalité du peut-être. Et donc vous comprenez que ce qui s'affronte au sein d'une même matrice, pour les rabbins, à travers la figure d'Ésaü, qui va devenir pour eux une sorte de proto-antisémite, bientôt caricatural, face à la figure de Jacob qui naît dans une même matrice, c'est qu'il y a d'un côté une façon de se raconter son histoire à la Ésaü, qui consiste à dire « Je suis fidèle à mon identité quand je suis ce que j'ai toujours été ». Quand je reviens au statut de ma naissance, ce qui fait de moi un type au poil. Et face à lui, vous avez une modalité d'être identitaire, qui est la modalité de Jacob, qui consiste à dire « J'ai pas fini de dire qui je suis. Mon nom est un futur. Je m'appelle peut-être, dans le sens de je peux encore être. » Et il me semble que, très clairement, on perçoit aujourd'hui à quel point le combat entre ces deux forces n'a pas cessé. Et il est étonnamment à l'œuvre dans nos sociétés. Pourquoi ? Précisément pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Parce que nous sommes dans un temps où les obsessions identitaires autour de nous font souffler extrêmement fort sur nous, politiquement et religieusement, le souffle d'Ésaü. Et dans ces moments-là, alors, bien évidemment, tout ce qui va incarner la posture de Jacob, la posture bancale, la posture du mouvement, la posture d'un peut-être, la posture du doute, pose problème. Et on pourrait comme ça remonter encore aux générations. On pourrait même remonter encore plus haut, au tout premier fils de l'histoire, au tout premier conflit. Adam et Ève ont 2 enfants, parentalité très réussie, Caïn et Abel. Un jour, ils sont entre eux. Voilà. Un jour, Caïn tue Abel. Première haine de l'histoire. Mais Caïn ne tue pas Abel dans n'importe quelle circonstance. Vous vous souvenez de cette histoire ? Je vous ai fait la Bible en 10 minutes, là. Caïn offre une offrande à l'Éternel. Abel aussi a offert une offrande à l'Éternel. Et l'Éternel accepte l'offrande d'Abel. Injustice. Et là, le visage, il refuse. L'offrande de Caïn n'est pas acceptée. Et là, Caïn se pose la question terrible. Pourquoi l'offrande de mon frère, elle a été acceptée ? Pourquoi il est élu ?
Et là, on tombe sur la problématique de l'élection, qui elle aussi hante la rhétorique antisémite. Qu'est-ce que c'est que ce statut particulier ou ce lien particulier supposé qu'auraient les Juifs avec le transcendant? Dans l'histoire de Caïn et Abel, c'est exprimé très clairement comme ça. Abel a eu ce lien avec Dieu et Caïn ne peut pas le supporter. Et alors l'Éternel se tourne vers lui et lui dit, comme un bon parent ou comme un bon psy, ton visage est affaissé, mais tu peux te relever. Im tetiv seta, si tu vas vers le bien, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Voilà ce que dit l'Éternel à Caïn. Et à la scène suivante, tandis qu'ils sont au champ, l'Éternel... Alors, tandis qu'ils sont au champ, c'est formulé comme ça dans la Bible, tandis qu'ils sont au champ, Caïn dit à Abel, il se leva et tua son frère. Il manque un morceau dans la phrase, vous l'entendez? Caïn dit à Abel, il se leva et le tua. Il y a ici l'incapacité à se relever de la conscience de la différence, la volonté qu'on reçoive tous la bénédiction, la volonté qu'on fasse tout, qu'on fasse un, fait que soudain la différence est insurmontable et on n'est même pas capable d'en parler. Et alors l'incapacité à placer des mots fait que c'est traduit immédiatement comme un passage à l'acte et comme un fratricide. Voilà. Donc les rabbins dans la littérature, on pourrait continuer pendant des heures, mais nous invitent à travers tant de personnages à penser des questions qui sont troublantes et pertinentes, me semble-t-il, pour aujourd'hui, et qui nous renvoient toutes à une problématique centrale dans tous ces récits, qui est la problématique de la gestion de la faille. Comment est-ce qu'on fait pour gérer en soi la faille, l'incomplétude? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec cette crise existentielle-là, qu'il y a en moi de l'autre, qu'il y a en l'autre de la différence, qu'il y a eu différents destins. Il me reste combien de temps? Je vois qu'en quelques minutes, non? Et cette question de la faille, elle est bien sûr omniprésente dans les textes, comme peut-être elle est omniprésente aujourd'hui dans les discours ou dans les malentendus autour de nous. Ça m'a amené dans le livre à explorer, et on y reviendra peut-être tout à l'heure dans notre dialogue, le lien très troublant qu'il y a entre le statut des femmes et le statut des Juifs à travers l'histoire, comme étant l'un et l'autre des incarnations du manque, des incarnations du vide, des incarnations d'une faille dont on vient, ou qui a quelque chose à voir avec notre origine ou avec notre identité, et qu'on ne veut pas voir. Voilà. On en parlera peut-être tout à l'heure dans une dernière partie. Je voudrais conclure ce long monologue rabbinique en disant qu'on voit aujourd'hui à quel point ces forces sont à l'œuvre et elles nous mènent au pire. Il y a eu une recrudescence de tant de violence autour de nous ces dernières années, de discours violents à l'égard des autres, bien entendu pas que les Juifs. Mais on a vu à quel point l'antisémitisme a, de façon troublante et ahurissante, terrifiante, cette capacité de s'en prendre aux vivants et même aux morts. Il y a encore quelques mois, on a scié l'arbre à la mémoire de Ilan Halimi à Paris. On balafre le visage de Simone Veil, où on profane un square à la mémoire d'enfants. Et ce qui est incroyable dans cette haine-là, c'est qu'elle ne s'en prend pas à des vivants. Elle s'en prend à des morts, comme si on en voulait encore aux Juifs, même comme quand ils n'étaient plus là. Comme on pourrait en vouloir à des fantômes, à des gens dont on n'arrive pas à se débarrasser, en réalité. Des fantômes, des revenants. Je pense que c'est exactement de ça dont il est question. Le juif est souvent le nom, peut-être de ce que les psychanalystes aussi appelleraient un refoulé, qui revient et revient encore dans notre histoire. Il faut bien entendre que la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte de chacun d'entre nous. C'est surtout pas la lutte des Juifs. Parce qu'il faut se souvenir ce qu'on a dit si souvent ces derniers mois, mais qui reste pertinent.
que quand on parle des Juifs, on parle de chacun d'entre nous, on parle de tous nos fantômes, de toutes nos failles, de tout ce avec quoi on n'arrive pas à vivre et dont on essaie de se débarrasser en s'imaginant qu'on va être un peu plus complet, un peu plus soi, un peu plus le même, un peu plus serein. Donc j'espère qu'on sera capable, dans les années à venir, ensemble, de mener efficacement ce combat, dans la conscience que c'est un combat qui est le combat véritablement de nous tous. Merci à vous. Voilà, l'antisémitisme tel qu'il est perçu, raconté dans les textes sacrés, dans la tradition rabbinique, dans les légendes juives également. Je vais demander à 2 professeurs de l'Université de Genève, professeurs en théologie, de nous rejoindre et de dialoguer avec vous. Professeure Elisabeth Parmentier, qui est théologienne protestante, professeure en théologie pratique de l'Université de Genève et spécialiste de théologie féministe, ça existe. Professeur Michel Grandjean, vous êtes-vous spécialiste aussi des textes anciens, professeur d'histoire du christianisme à la faculté de théologie. Alors peut-être que je vais commencer par vous en vous demandant vous avez lu bien sûr l'ouvrage de Delphine Horviller, vos réflexions, votre question, je vous laisse interpeller. Alors vous avez un micro là. C'est bon, vous pouvez parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine Horviller, d'abord pour ce livre, ensuite pour votre exposé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes dans cette salle 600 environ. Je ne sais pas si nous avons tout à l'heure mesuré la densité du silence qui accueillait avec attention vos paroles. Et je crois que c'est cette densité aussi qui frappe les lectrices et les lecteurs de ce livre. Alors j'ai pris ici 2 livres, pas plus. Hein. Le vôtre, bien sûr, Réflexion sur la question antisémite, et puis un autre livre qui a à peu près la même couleur et la même taille, j'ai repris à la bibliothèque, c'était Sartre, octobre 1944, quand il écrit ses réflexions sur la question juive. Et puis, ces 2 livres se rejoignent non seulement par la dimension, par la couleur de cette couverture, mais aussi par un paradoxe, parce que Sartre pose la question de savoir ce qu'est le judaïsme, réflexion sur la question juive, et il n'arrête pas de parler de l'antisémitisme. Et puis vous, 60 ans, 70 ans plus tard, vous parlez de l'antisémitisme, mais pour déboucher sur cette question qui traverse vos pages, Delphine Horviller, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'être juif? Et puis alors là, je ne vais pas faire, c'est un affreux mot, le spoiler, ou plutôt comme on dit au Québec, le divulgacheur. J'aime bien ça, je ne vais pas divulgacher le livre, mais vous terminez tout de même en citant Derrida pour dire en substance, qu'est-ce que c'est être juif? Eh bien, je ne le sais pas. Alors, je sais bien qu'est sorti de presse il y a 2 ans un autre livre qui portait comme titre, je le cite en partie, « Les 1001 manières d'être juif ». Vous avez publié ce livre en forme de dialogue avec Jean-Louis Schlegel et puis surtout Rachid Benzine, « 1001 manières d'être juif et musulman ». Et là aussi, c'est un très beau texte qui envisage un certain nombre de problèmes. Mais alors, mon problème, à moi, en vous lisant, c'est un problème qui est d'abord typographique. Alors, vous allez dire que je regarde les choses par le petit bout de la lunette. Vous êtes rabbin? Non. Non, mais peut-être que... Oui, les rabbins pourraient faire ça. Non, mais en hébreu, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule, et c'est là qu'est mon problème, parce que vous écrivez toujours juif avec une majuscule. Et je crois que c'est un problème. Évidemment que vous le faites comme Sartre le faisait, mais Sartre, c'est une autre génération. Sartre, c'est quelqu'un qui dit encore, je le cite, « Je ne nierai pas qu'il y ait une race juive ». Alors bien sûr, Jean-Paul Sartre est très prudent, mais il parle de caractère ethnique, et je le cite encore, une certaine conformation physique qu'on rencontre plus fréquemment chez les juifs que chez les non-juifs. Et alors, dans cette perspective-là, mais Sartre, dépendant du contexte qui est le sien,
il est tout à fait légitime d'écrire juif avec un J majuscule. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a pas de preuve génétique d'une ethnie juive. Il n'y a pas d'ADN juif, contrairement à ce que certains, ici ou là, et d'ailleurs plutôt là, c'est-à-dire en Israël, ont parfois essayé de faire valoir. Il n'y a pas de code génétique juif. Shlomo Sand l'a d'ailleurs rappelé récemment. Si vous regardez les juifs yéménites, eh bien, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux musulmans qui habitent au Yémen. Si vous regardez les juifs d'Afrique du Nord, eh bien, on jurerait des berbères du Maghreb. Si vous regardez des juifs d'Europe de l'Est, eh bien, ils ressemblent à s'y méprendre aux descendants des tribus turques ou slaves du Caucase. Alors ma question est celle-ci, et je reviens à cette typographie. Pourquoi est-ce que dans ce beau livre, vous avez pris le parti d'écrire toujours le juif avec un J majuscule, au risque peut-être aujourd'hui d'alimenter sur l'antisémitisme un débat qui est sans doute dépassé? Merci, très belle question. Alors, d'abord, merci de me permettre de dire un mot sur le livre de Sartre. Certaines personnes ont considéré que mon livre était une attaque contre Sartre ou répondait à Sartre comme un désaccord fondamental avec lui, ce qui n'est pas tout à fait exact. La théorie de Sartre, vous savez, si on la résume en 2 mots, c'est que le juif est le produit du regard de l'antisémite. En fait, le juif est créé par l'antisémitisme. Et moi, je crois que Sartre, il a à la fois raison et tort. Je crois qu'il a raison dans le sens où, incontestablement, le judaïsme est totalement nourri ou a dû métaboliser la haine antisémite, c'est-à-dire a dû faire avec, d'une certaine manière. Et faire avec sa rencontre avec l'autre, les rencontres les plus bénéfiques et les rencontres les plus maléfiques. Et on va retrouver au cœur du judaïsme une conscience très particulière de ce que l'autre nous a reproché et avec lequel il a fallu composer. Alors, les meilleurs exemples de ça, c'est les blagues juives. Vous savez, les blagues juives, la plupart d'entre elles, c'est des blagues antisémites racontées par des juifs, où finalement les juifs, ils décident de se réapproprier tous les clichés les plus antisémites qui soient, mais comme une façon de dire, ok, ils nous reprochent ça, eh ben nous, on va le raconter, mais mieux qu'eux. Beaucoup plus drôle, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle qu'une blague antisémite, une blague juive, on est d'accord, c'est une différence majeure. Et donc, il y a une façon claire dont le judaïsme s'est consolidé dans une rencontre avec l'autre. Et c'est d'ailleurs sa force et une des clés de sa pérennité. Le judaïsme, c'est une tradition. Il suffit pour cela, par exemple, de regarder toutes les fêtes du calendrier juif. Elles racontent toutes, presque sans exception, la rencontre avec un autre, et ce qu'on a appris, et ce qu'on a métabolisé, et et la façon dont on s'est nourri de cette rencontre avec l'autre. Par exemple, on vient d'enchaîner dans le calendrier juif la fête de Purim. Purim, c'est une fête donc c'est un carnaval qui raconte Esther, donc l'histoire des Juifs dans la Perse antique. Et en fait, très clairement, à Purim, on a intégré des éléments culturels et civilisationnels de la Perse antique dans le calendrier juif. Il y avait une fête, sans doute dans la Perse antique, où on fêtait Ishtar et Marduk. Eh ben, les Juifs, ils fêtent Esther et Mordechai. Vous pouvez dire que ça n'a rien à voir. Mais bien évidemment que c'est un rappel des temps qu'on a traversés. On a fêté la Pâque juive. Qu'est-ce qu'on fait le soir de la Pâque juive quand on raconte la sortie d'Égypte? On fait un symposium gréco-romain. On mange ce que mangeaient les Romains. On se tient exactement comme se tenaient les Romains. On prononce des mots en grec. On a introduit cet élément de la rencontre avec l'autre dans qui on est devenu. Et donc, l'identité juive, elle a tout à voir avec une capacité, me semble-t-il, à métaboliser la rencontre. C'est le contraire d'une définition d'une pureté des origines. C'est une rencontre avec l'autre qui, en aucune manière, de mon point de vue, ne nie l'existence d'un peuple. Parce qu'on n'est pas en train de parler de génétique ou de pureté identitaire. Vous oui et allez non. Là dans mon sens. Non, oui et non. Parce que quand vous supposez, non, maintenant j'en arrive au non, qu'en réalité,
vous parliez de Shlomo Sand qui suggère à travers ses théories qu'il n'y a pas de peuple. Et moi, je pense que c'est une erreur de dire ça. Je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de définir des critères qu'il n'y a pas de critères, bien entendu, génétiques. Bien entendu qu'un juif marocain ressemble à un marocain et qu'un juif polonais ressemble à un polonais, comme la cuisine juive marocaine ressemble à de la cuisine marocaine, la cuisine juive polonaise à de la cuisine polonaise. Mais pour autant, ça ne nie pas qu'il existe une identité juive, mais qu'on est bien en peine de définir et qui, pour sûr, ne relève pas que d'une religion. Et c'est là où le petit J de juif n'était pas possible dans mon écrit, parce que écrire juif, selon la définition du dictionnaire avec un petit J, c'est faire du judaïsme simplement une religion. Ce que le judaïsme n'est pas. Il y a autour de moi, il y en a peut-être dans cette salle, des gens qui sont très très juifs et qui définissent pas du tout leur judaïsme comme une religion, mais pour qui leur appartenance au judaïsme va passer par des marqueurs extrêmement culturels ou linguistiques ou temporels, ou un souci particulier de transmission, ou un rapport à l'histoire, ou un sentiment d'appartenir à un collectif qui n'est absolument pas d'ordre religieux au sens où on l'entend. Et je pense que ces gens-là sont juifs avec un grand J, dans l'incapacité de définir, et c'est tout le problème de l'identité juive, elle ne se laisse pas définir. Voilà, moi il y a une phrase que j'adore de Amos Oz, que j'ai citée en bien des occasions, je l'avais mis en exergue de mon livre précédent. Amos Oz, il disait, qu'il est décédé l'année dernière, j'aimerais qu'on lui rende hommage, un grand penseur me semble-t-il. Amos Oz disait « Nous les Juifs ne pouvons pas être d'accord avec une phrase qui commence par nous les Juifs ». Eh bien, cette phrase, elle raconte très bien tout le problème de l'identité juive. Ceux qui vous disent c'est une religion, ils ont raison et ils ont tort. Ça peut être une religion, mais pour beaucoup de gens, c'est plus que ça et c'est autre chose. Et je vous mets au défi de me dire à quoi ça tient. Je ne sais pas à quoi ça tient. Et c'est là où Sartre, et je conclurai là-dessus, Sartre a tort. Sartre a raison quand il dit qu'effectivement ça s'est modelé en dialogue avec l'autre et le regard de l'autre et parfois le regard haineux de l'autre. Mais il a tort quand il suppose qu'en son cœur, il n'y a rien d'autre. Le judaïsme tient à autre chose. Simplement, je suis bien en peine de vous dire à quoi. Delphine Orvillère, merci. Si vous permettez... On va avancer un peu parce qu'il y a des étudiants qui aimeraient aussi vous interpeller, notamment sur des questions plus actuelles. Mais je vais passer la parole à Elisabeth Parmentier, l'une des thèses défendues dans ce livre, voilà. Et que la figure du juif dans la littérature rabbinique est souvent présentée sous la forme d'un être efféminé. Vous avez rappelé tout à l'heure l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Alors je vous laisse peut-être réagir au livre aussi, Madame Parmentier, et puis puisque vous êtes une spécialiste des questions féministes, de l'interpeller sur ce point précis. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier, Madame Orviller, parce que la tradition rabbinique ne peut que s'enorgueillir de vous compter parmi les siens. Donc, en tant que femme et féministe, j'en suis très heureuse et très fière en connivence avec vous de ce point de vue-là. Et je vous remercie de ce que vous avez présenté tout à l'heure. Et pour les personnes qui n'ont pas encore lu l'ouvrage, je précise juste que je poserai ma question par rapport au chapitre 3, l'antisémitisme est une guerre des sexes, qui commence par cette affirmation que, comme vous l'avez rappelé, qu'on présente dans l'antisémitisme le juif avec des caractéristiques d'effémination, je ne sais pas comment dire, comme la personne efféminée qui a des caractéristiques qui ne correspondent pas à un homme. Alors je me suis posé la question, mais quel est le féminin qui est présenté? Et vous le dites bien, il y a d'un côté la femme qui se mêle de tout et qui est manipulatrice, donc c'est le côté manipulateur, voire hystérique. Et puis, de l'autre côté, vous présentez ce qu'on attribue généralement au corps féminin, c'est-à-dire la faiblesse, ou alors la sexualité, la sensualité, le fait de réagir, non pas de manière rationnelle, mais d'une autre manière. Donc, des caractéristiques attribuées à l'homme juif. Et c'est là que je me suis dit, vous êtes hyper courageuse dans votre méthode, puisque vous partez de stéréotypes que vous démontez et vous montrez ensuite comment les rabbins retravaillent ça. Et c'est très juste que dans la tradition
pas seulement dans la tradition rabbinique, mais même déjà dans les écrits bibliques, on présente bien les personnalités fortes de l'Ancien Testament comme des personnalités marquées par une faille, la hanche de Jacob ou des tas d'autres lieux qui font que ce ne sont pas des héros. Et c'est ce à quoi je tiens aussi en tant que théologienne. Et ma question porte alors sur le côté, l'enjeu du féminin. Alors, est-ce que ce stéréotype qu'on va attribuer à l'homme juif, qu'est-ce qu'on en fait par rapport aux femmes juives réelles? C'est-à-dire vous, en tant que féministe, comment vous relisez ça? Et est-ce que le féminin devient alors un privilège? Est-ce que le féminin devient une tare supplémentaire? Le vrai féminin, je veux dire. Et ça, c'est la première question. Et est-ce qu'on ne court pas le risque alors d'absolutiser les stéréotypes précisément attribués au féminin et au masculin? C'est pas vous qui courez ce risque, mais c'est finalement une lecture au premier degré. Dans le fond, est-ce que vous ne créez pas un nouveau stéréotype, dans le fond, hein, c'est ça la question. Merci. Alors, effectivement, j'ai été dans l'écriture de ce livre, j'ai lu beaucoup de livres antisémites pour écrire ce livre. Je conseille ça à personne, c'était mes lectures de chevet. Tout le monde en avait marre, je me trimballais avec tous les livres antisémites dans mon sac. En fait, ce qui m'a troublée, effectivement, c'est de voir à quel point, tout au long de l'histoire, c'est une constante, quand même, de voir à quel point on a reproché aux Juifs et aux femmes les mêmes choses. Une hystérie, l'amour de l'argent, la manque de fiabilité, d'aimer la proximité du pouvoir, etc., etc. Et ça à toutes les époques. Alors par exemple, en Europe, il y avait cette conviction au Moyen-Âge que les hommes juifs avaient leurs règles tous les mois, qu'il y avait des menstruations du corps masculin juif qui, bien entendu, forçaient les juifs à régulièrement assassiner des enfants chrétiens pour régénérer leur taux d'hémoglobine, hein, c'est bien connu. Enfin, vous voyez comment on a pu se nourrir avec en plus le fantasme du sang, bien sûr, et de la pureté. On voit qui est présent dans toutes les religions d'ailleurs, mais comment ce fantasme est nourri. Mais ça a été vrai à toutes les époques, que Léon Blum, quand il arrive au pouvoir en France dans les années 30, on considère que c'est une femmelette, c'est là-dessus qu'on l'attaque, il a une voix de mamzelle, de gonzesse, etc. Encore plus récemment, moi j'ai été troublée de voir en marge des manifestations des Gilets jaunes, on a vu apparaître bien des slogans antisémites en France, notamment un qui a eu particulièrement de succès, qui consiste à écrire sur les murs « Macron pute à juif ». Et c'est intéressant de voir comme il y a dans ce slogan cette idée que le pouvoir supposé de Emmanuel Macron avec les juifs ou la banque juive ou que sais-je encore l'aurait féminisé. Mais sur le mode d'une prostitution, c'est-à-dire d'une féminité sale et immorale. Alors dans le livre, effectivement, à un moment donné, j'ai décidé de renverser la focale pour percevoir et admettre que la littérature rabbinique, à travers les siècles, a fini par intégrer d'une certaine manière ce cliché pour le retourner du négatif vers le positif. Et donc on trouve dans la littérature rabbinique une sorte de revendication juive d'une masculinité non virile, ou plutôt d'une masculinité qui serait aux antipodes du mâle alpha, tel qu'on se le représente. Et alors la littérature rabbinique va se construire effectivement sur les modèles du leadership dans la Bible, qui sont, comme vous l'avez dit, toujours des gens qui ont une faiblesse particulière, une faille. Abraham est stérile, et Isaac est aveugle, et Jacob boite, et Moïse bégaye. Et c'est eux les chefs. C'est eux les leaders. Et donc les rabbins construisent là-dessus en opposition à ceux qui sont les puissants de leur époque, à savoir le pouvoir romain, le gladiateur, cette virilité-là. Ils vont se créer un autre modèle de masculinité et qui va intégrer du féminin dans leur religiosité. Alors j'avais exploré ça beaucoup dans mon premier livre qui était En tenue d'Ève, où je montrais comment, incontestablement, dans les rites même du quotidien, par exemple, pour prendre l'exemple de la prière synagogale, pour ceux qui parmi vous ont déjà assisté à des offices dans une synagogue, il y a plein de moments dans le rite synagogal où l'homme, qui est donc au cœur du rite, se féminise, ou en tout cas joue quelque chose de l'ordre d'un rapport féminin à une divinité masculine. Attention, on est en train de parler d'attributs de genre. Le féminin, c'est la capacité réceptive, traditionnellement dans la tradition. Le masculin, c'est la capacité d'épanchement, de transcendance. Et donc, l'homme juif, en plein de circonstances, il est une femme comme les autres. Par exemple, je vous donne un exemple très classique, le matin, les juifs, surtout les hommes,
pose des phylactères, qu'on appelle des téphilines en hébreu, si vous avez déjà vu ce geste. Il consiste à entourer autour de la main des bracelets, à poser sur sa tête un diadème, et à entourer autour de son doigt une bague, pendant qu'on prononce au féminin une phrase où l'Éternel nous dit « Je me fiance à toi » au féminin pour l'éternité. Donc il y a tout plein de moments où les rabbins sont allés très très loin dans leur capacité à percevoir le féminin et le masculin qui cohabitent en eux, dans une masculinité d'un type très particulier qui fait de la place au féminin. Mais là où je vous rejoins, c'est que pour autant, comme dans toutes les traditions monothéistes, ils n'ont pas plus que les autres été capables de faire de la place aux femmes, aux vrais. Et ça, c'est un point commun entre nos traditions monothéistes aujourd'hui, qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Nos traditions monothéistes, elles arrivent très souvent à permettre à l'homme de se vivre comme étant à la fois masculin et féminin. C'est un principe clé dans la Genèse. Ça commence comme ça, la Genèse. Chapitre 1, verset 27, l'Éternel crée Adam, masculin et féminin. Donc il y a une androgynie originelle dans la Genèse que nos traditions religieuses jouent de façon assez subtile. Un homme peut, à différents moments dans sa vie, vivre du masculin et du féminin en lui. Simplement, les voies officielles de nos traditions religieuses qui permettent aux hommes, avec un petit h, d'être à la fois masculin et féminin, ne permettent jamais aux femmes d'être autre chose que féminine. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en réalité, les femmes, les vraies, sont toujours ramenées au territoire exclusif et restreint de la féminité telle qu'on la raconte ou qu'on l'encense dans ses attributs, bien entendu, au choix, vous les connaissez, de virginité, de maternité ou d'épousailles, c'est-à-dire les sphères domestiques et les sphères d'intériorité. Et on ne permet pas à la femme, encore aujourd'hui, d'être autre chose que l'éternel féminin, avec un grand F, que ces attributs-là de l'intériorité, d'être uniquement dans la sphère d'un féminin domestique. Et c'est là où, à mon sens, le combat se situe aujourd'hui. J'imagine, Madame Parmentier, que ce débat pourrait continuer. On va peut-être laisser la parole à 3 étudiants qui ont préparé des questions pour vous. Madame Mathieu Debief de l'AESPRI, Association des étudiants en sciences politiques et relations internationales, qui d'ailleurs, je crois, filme ce débat, c'est bien cela? Exactement. Voilà. Et 2 autres étudiantes que je présenterai tout à l'heure. Peut-être Mathieu, je vous laisse présenter votre question, qui est une question d'actualité. Voilà. Exactement. Donc, dans votre allocution, vous nous avez informé que la France a été malheureusement précurseur dans la montée de l'antisémitisme dès les années 2000. Et ma question porte sur la réponse de l'État français, finalement, en la personne d'Emmanuel Macron, face à cette montée. Donc Emmanuel Macron nous dit le 16 juillet 2017 « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Partagez-vous, Madame Horviller, la thèse d'Emmanuel Macron qui assimile antisionisme à antisémitisme? Merci de me poser cette question. Alors, moi j'ai pris l'habitude, depuis maintenant des mois, peut-être même des années, quand quelqu'un me dit qu'il est antisioniste, j'interromps la conversation. Et je lui dis, c'est-à-dire. Et en général, je me rends compte qu'il y a un problème, il y a comme un malentendu. Il y a un problème dans la définition des termes. Plus personne ne sait ce dont on est en train de parler. Quand mon interlocuteur me dit qu'il est antisioniste, je lui dis très bien, c'est-à-dire, est-ce que tu es opposé à la politique actuelle ultranationaliste d'un gouvernement en place? Auquel cas, bienvenue dans le club de mes amis sionistes. Bienvenue parmi un groupe dans lequel se tiennent pas mal de mes amis israéliens aujourd'hui qui sont tout aussi critiques que toi d'un gouvernement actuel.
Mais pourquoi as-tu besoin d'inventer un nouveau terme? Pourquoi faut-il créer un mot pour définir une opposition à une politique actuelle, alors qu'on n'en crée pas pour d'autres États? À ma connaissance, on n'a pas créé un vocable particulier pour dénoncer la politique de Bolsonaro ou Orban ou d'autres aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est assez troublant. Alors si c'est cet antisionisme-là, je ne comprends pas la nécessité de créer un mot. Si l'antisionisme veut dire autre chose pour mon interlocuteur, par exemple l'idée que les Juifs n'auraient pas le droit à une souveraineté territoriale en tant que nation, alors je suis troublée souvent de voir que ceux qui sont les plus antisionistes, selon cette définition, seront bien souvent les gens qui seront les plus prêts à revendiquer le droit pour bien des minorités à avoir droit, au nom de leur protection ou de leur histoire, à une souveraineté nationale. Si l'antisionisme veut dire autre chose, alors que veut-il dire exactement? Aujourd'hui, on peine à définir les termes et c'est comme si on laissait ce mot qui incontestablement a servi de cache-sexe ou de vernis moral à l'antisémitisme de certains. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Moi, je peux tout à fait entendre que antisionisme et antisémitisme ne soient pas des synonymes. Bien entendu que ce ne sont pas des synonymes. Simplement, indéniablement, ces dernières années, l'antisionisme a servi à beaucoup de vernis moral à leur antisémitisme sous le cachet d'un antiracisme ou d'un anti-nationalisme. Et dès lors, ce mot est incroyablement entaché, comme pollué de tout cela. Et je pense que quiconque le revendique avec bonne foi aujourd'hui se doit d'expliquer ce qu'il veut dire. Et je suis troublée de voir comme parfois il glisse dans la conversation et on laisse les gens l'utiliser sans du tout leur demander ce qu'ils veulent dire par là. Moi, j'ai en tête, vous vous souvenez sans doute de l'agression d'Alain Finkielkraut, un certain samedi de l'acte 852, je ne sais pas quel acte c'était des Gilets jaunes. Et vous vous souvenez, c'était un samedi après-midi, le dimanche matin, j'ouvre mon email et je me rends compte que 50 personnes m'ont envoyé la scène en me disant « à la 4e seconde, on lui dit sale juif. Non, c'est à la 28e. Non, c'est à la 15e. Non, je t'assure, c'est à la 32e. Et alors, tout le monde écoute frénétiquement. Est-ce qu'on a dit sale juif? Est-ce qu'on n'a pas dit sale juif? Comment ça se fait que certains l'entendent? Comment ça se fait que d'autres l'entendent pas ou veulent pas l'entendre? Ou alors l'entendent alors qu'on l'a pas dit? Je crois qu'on l'a pas dit du tout. On l'a pas dit, et apparemment. Sioniste. Oui, mais par contre, ce qui a été dit très clairement, c'était sale sioniste, retourne dans ton pays. C'est d'ailleurs une phrase qui pourrait presque être de l'humour juif, qui consiste à dire sale sioniste, t'as rien à faire là-bas, retourne dans ton pays, t'as rien à faire ici. Donc, la solution étant d'aller où? Mais maintenant, entendons-nous bien, moi je ne suis pas du tout pour interdire l'usage du terme antisioniste et je ne suis pas du tout pour dire que c'est un synonyme exactement de l'antisémitisme. Je suis pour qu'on ait une exigence très claire, que quiconque l'utilise aujourd'hui soit capable de nous expliquer ce qu'il entend précisément par là. Et je n'entends pas aujourd'hui d'explication. Mais je vais maintenant retourner l'accusation. Je pourrais dire pratiquement la même chose du mot sioniste aujourd'hui. Moi, je me suis depuis très longtemps définie comme sioniste. J'ai vécu très longtemps en Israël. Je suis très attachée à cet État. Simplement, je suis consciente aujourd'hui que la façon dont je définis mon sionisme me fait peut-être tomber dans la catégorie des antisionistes aux yeux ou aux oreilles de certains sionistes. Donc on est dans une situation compliquée, qui fait un temps où les mots ne veulent plus rien dire, mais parce qu'on est dans un temps où les gens fonctionnent avec des slogans comme ça, justement, simplification de la pensée et des idées, eh ben, on a le devoir de replacer de la complexité, y compris de la complexité dans le langage que nous utilisons aujourd'hui, devoir le définir. Suzanne Weissenstein, vous avez une question sur la distinction entre antisémitisme et racisme? Merci beaucoup, madame. Exactement, dans l'introduction de votre livre, vous faites la distinction entre l'antisémitisme et d'autres formes de racisme. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous faites cette distinction. Merci. Alors, j'ai un peu... Si vous me permettez juste peut-être une question complémentaire, parce que vous l'avez un petit peu expliqué tout à l'heure. Vous dites le juif est souvent haï
pour ce qu'il a, alors que le racisme ordinaire, dans le fond, c'est un mépris pour ce que l'autre n'a pas. Pourquoi cette distinction? Dans le fond, on voit que tous les génocides du XXe siècle, le génocide arménien ou tutsi ou même cambodgien, c'était chaque fois exactement pour les mêmes réflexes, pour ce qu'ils ont ou supposé ce qu'ils devraient avoir, dans le fond. C'est exactement les mêmes réflexes. Là où cette question est complexe, c'est que quand on commence à évoquer des différences entre antisémitisme et racisme, il y a beaucoup de gens qui entendent hiérarchie. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on est en train de dire qu'il y en a un qui serait plus urgent à combattre que l'autre, ou plus grave, ou qui relèverait de quelque chose de plus dramatique. Et bien entendu, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense qu'on ne viendra pas à bout de l'antisémitisme si on ne lutte pas aussi contre le racisme, et qu'il faut être capable de lutter, bien entendu, contre toutes ces haines de l'autre, et j'inclurais moi aussi l'homophobie, enfin toutes ces haines de l'autre pour ce qu'il est, dans ces combats qui sont nécessaires. Il n'y a aucune hiérarchie entre les deux. Simplement, je pense que parfois on a fait l'erreur ces dernières années de les mettre dans un même panier comme s'ils relevaient exactement du même combat ou du même territoire mental. Et je crois que c'est une erreur. Je crois que ça a handicapé notre action par moment. Je vais vous donner un exemple très concret. On a eu le sentiment ces dernières années que quand s'est développée une parole antisémite en France, émanant de certains jeunes qui sont clairement victimes de discrimination et de racisme, eh ben, on n'était pas capable de nommer cet antisémitisme. Parce que pour beaucoup de gens, c'était inconcevable qu'une parole antisémite puisse émaner de quelqu'un qui est lui-même victime de racisme. Et je pense qu'on a fait une erreur à ne pas distinguer les différences de langage qui existent, des différences de langage et de territoire mental que je nommais tout à l'heure. Je crois que très souvent, il y a dans le racisme, et je suis bien consciente que là, je fais des généralités, mais très souvent, il y a dans le racisme, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de complexe de supériorité à l'œuvre, là où dans l'antisémitisme, il y a une jalousie et une envie qui relèvent bien souvent d'une forme de complexe d'infériorité. Alors, c'est peut-être les deux faces d'une même médaille. Mais en tout cas, il me semble essentiel pour pouvoir les combattre efficacement aujourd'hui, d'être capable de les distinguer subtilement, tout en menant un combat acharné contre l'un et contre l'autre. Merci. Je précise que Suzanne on n'a pas le temps, Suzanne, je suis vraiment désolée parce que l'heure avance et on aimerait peut-être quand même prendre une ou deux questions dans le public. Je précise que Suzanne et Aglaya Askani sont toutes deux étudiantes en théologie. Votre question? Oui. Alors, merci beaucoup pour votre conférence et pour le beau livre que vous avez écrit. Quand j'ai lu votre livre, et notamment le chapitre sur l'élection du peuple juif, je me suis demandé ce que vous entendez par le peuple juif, le peuple élu. Et est-ce que vous pensez qu'il a été nécessaire pour Dieu d'élire un peuple au risque que ce peuple soit rejeté, entre autres pour cette cause ? Alors la notion de peuple élu, c'est une notion extrêmement complexe et remplie de malentendus. En général, les Juifs, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Sigmund Freud, il disait que le problème avec cette notion de peuple élu, c'est que les non-Juifs, ils y croient plus que nous. Et personne dans le judaïsme est capable de dire exactement ce qu'on veut dire par là. Alors il y a plein de récits incroyables sur l'élection. Par exemple, on dit que Dieu, il a voulu donner la Torah et avoir cette relation particulière avec plein d'autres peuples. Et alors, la légende rabbinique dit que Dieu, imaginé comme un vendeur, comme ça, il allait toquer à plein de portes pour essayer de fourguer son truc. Et personne n'en voulait. Et tout à coup, c'est comme ça que la légende rabbinique le raconte. C'est pas du tout un privilège juif. Dieu serait pas venu nous voir en disant prenez cette Torah. Mais la légende raconte que voilà, Dieu va essayer de la donner à plein de gens. Personne n'en veut. Et il toque à la porte des Juifs. Alors là, et finalement, les Juifs acceptent. La légende ne dit pas pourquoi. Il y a les mauvaises langues d'humour juif disent que les Juifs ont demandé c'est gratuit. Alors Dieu a dit oui, alors il dit on prend. Voilà. Et depuis, on est dans la mouise. Voilà, non. Y a un grand poète, Yehuda Amichai, qui a écrit un poème comme ça où il dit que la prière des Juifs, c'est que les Juifs n'arrêtent pas de crier vers Dieu « Hé, t'as oublié un truc ici !» Et ils veulent lui rendre, voilà. Mais en fait,
Vous voyez, les Juifs, ils plaisantent de ça parce qu'ils ne savent pas. Alors bien entendu, parfois, dans les moments douloureux de leur histoire, ils se sont abrités aussi derrière cela comme étant une sorte de compensation. Pourquoi on est tellement frappé dans l'histoire? C'est sans doute qu'on a ce lien si particulier avec l'Éternel, quelque chose qui nous est jalousé. Mais en fait, même le mot « peuple élu », on ne sait pas comment le traduire. En hébreu, « Am Segula », ça veut dire quelque chose comme un peuple trésor ou un peuple distinguant ou capable d'opérer des distinctions, un peuple médicament, certains disent, thérapie, enfin il y a plein d'éléments possibles de traduction de ce terme. Moi j'aime beaucoup l'idée de la distinction, c'est-à-dire qu'en fait l'élection elle a quelque chose à voir avec la nécessité dans le monde d'opérer des distinctions, de refuser le tout totalisant. Les Juifs ils viennent toujours raconter dans l'histoire le retrait du groupe, et c'est exactement ce qu'on leur a reproché dans l'histoire. C'est comme s'ils empêchaient de faire la complétude, de faire le un du monde, qui se retire toujours un petit peu. Et donc on leur a reproché ça à travers l'histoire, mais je crois que la vraie problématique de l'élection, c'est une problématique théologique finalement assez simple. C'est que tous les peuples qui, finalement, dans l'histoire, c'est vrai de toutes les peuplades, quand elles racontent leur lien au transcendant et à Dieu, elles le racontent sur le mode d'une forme d'élection, c'est-à-dire d'un privilège ou d'un lien particulier, d'une intimité particulière qu'elles auraient avec le transcendant. Ce n'est pas propre aux Juifs. Il y a plein d'autres groupes humains qui se sont définis dans leur religion comme ayant un lien particulier au transcendant, une intimité particulière au transcendant. Là où ça pose problème, c'est que pour ce qui est des Juifs et de leurs livres, il y a d'autres religions qui se revendiquent du même héritage. Et dès lors, ça pose un problème théologique qui est totalement insurmontable, en tout cas qui a été insurmontable pendant très longtemps, et pour le christianisme, et pour l'islam, à savoir comment faire pour accepter que quelqu'un a entendu cette révélation dont je me revendique avant moi, et sans que j'ai été invité. C'est insurmontable, théologiquement. C'est tout aussi insurmontable familialement. Vous savez, c'est exactement l'histoire de tous les fils cadets de l'histoire. C'est très compliqué dans la vie d'accepter qu'il y a eu avant vous un grand frère ou quelqu'un qui a pu entendre quelque chose ou recevoir l'amour alors que vous n'étiez pas là. Et dès lors, il va falloir que vous construisiez un narratif qui va vous permettre d'expliquer pourquoi cette relation qui a été exclusive pendant un temps ne l'est plus. Et on voit comment... alors vous avez plusieurs options pour ça. Vous pouvez considérer qu'à partir du moment où vous êtes né, vos parents ont cessé d'aimer votre grand frère. Ou vous pouvez considérer qu'à partir du moment où vous êtes né, votre grand frère a trahi l'alliance avec votre parent et que dorénavant, elle est avec vous. Vous pouvez construire tout un tas de narratifs et qui, à mon sens, ont beaucoup à voir avec ce qu'ont été les reproches faits aux Juifs en matière d'élection. Voilà. Mais... je crois que vous allez pouvoir tout à l'heure continuer cette conversation. Je suis vraiment désolée parce que le temps avance et j'aimerais quand même pouvoir passer quelques questions au public en vous demandant de vous présenter, d'être assez bref dans votre intervention. On va les grouper, hein, comme ça vous allez pouvoir y répondre. Et après, je vous raconterai, si vous voulez, ce qu'on a vraiment reçu au Mont Sinaï. Parce que je le raconte de temps en temps, rarement. Mais si vous êtes sage, pour conclure, je vous raconterai exactement ce qu'on a reçu. Ça prend 5 minutes. En vous demandant de vous présenter, bien sûr, de rester sur le ton de cette soirée, respectueux, tolérant. Des micros vont circuler. On va grouper peut-être les questions. Monsieur, vous avez... Voilà, monsieur qui lève... Voilà, à vous. Merci d'être venu, d'avoir accepté, Madame Hoviller. Et puis merci pour les invitants. À propos d'élus, dans les leçons que donnait dans les locaux de l'Université de Genève le grand rabbin Gedge, il disait « élu », ça suppose surtout, c'est l'enseignement dont je me rappelle, élection et responsabilité. Donc on n'est plus responsable que les autres, on doit faire gaffe, dit vulgairement. Est-ce que c'est vous, Madame le rabbin, ou votre consoeur Pauline Beb, qui a été envisagée comme rabbin à Genève et que la communauté libérale de Genève avait refusé à une époque. Et puis la question, l'autre technique, c'est Rachid Benzine. Pourquoi avoir eu l'intelligence de frayer avec ce type si formidable? Je crois même qu'il est soufi. Merci.
Bon, première question, c'est rapidement répondu. Alors, il y avait 3 questions. D'abord, la question par rapport à ce que le grand rabbin Gage disait. Moi, je pense que j'entends très bien cette notion de responsabilité qui incombe à le statut éventuel d'une élection. Simplement, là où ça pose problème potentiellement, c'est que ça crée l'idée d'une exemplarité juive qui est parfois à l'œuvre chez certains et qui est tout aussi... Moi, j'entends très souvent des gens, justement, qui sont hyper philo-sémites et qui vous disent, vous, les juifs, vous avez un devoir d'une certaine exemplarité. Et moi, je me méfie toujours de ce discours parce que parfois, le philosémitisme, il est aussi louche que l'antisémitisme. Et sur la deuxième question, il n'y a pas de raison d'aimer, il n'y a pas de raison de détester les juifs, mais il n'y a pas de raison de les aimer non plus particulièrement, pour le dire autrement. Mais alors sur la deuxième question, c'était, alors je ne suis pas au courant. Alors je ne sais pas, il faudrait demander à la communauté, mais je ne suis pas au courant. Donc c'est probablement non. Et la troisième. Et la troisième, c'était, excusez-moi, c'était sur. Rachid, le livre que vous avez bien écrit. sûr. Alors j'ai eu la chance de travailler très souvent avec Rachid Benzine des textes. On a lu souvent ensemble des textes du Coran et des textes de la Bible. On a décidé d'écrire ensemble ce livre pour relancer tout simplement ce livre qui s'appelle 1001 façons d'être juif ou musulman. Et alors je crois que lui comme moi, on en avait marre à un moment donné ces dernières années, dans ce cadre du repli identitaire et communautaire qu'on vit, d'être toujours invité à parler simplement comme juif ou comme musulman, comme si je n'étais que juive, comme s'il n'était que musulman, et comme s'il n'y avait qu'une seule façon d'être juif et une seule façon d'être musulman. Et on a essayé dans notre dialogue de montrer à quel point, finalement, sa façon de vivre l'islam et ma façon d'interpréter les textes dans le judaïsme font qu'il y a entre nous des liens, et vous en doutez, beaucoup plus forts, et en tout cas une communication beaucoup plus simple que celle qu'il peut avoir avec certains musulmans au sein de sa famille, et que je pourrais avoir, ou que je peine à avoir parfois avec une partie du monde juif, et il nous importait de retisser ces liens très fortement. Monsieur ? Oui, les micros vont arriver. Tout à l'heure, oui, monsieur. Merci. Très rapidement, un commentaire pour M. Grandjean. Il est professeur de notre illustre université. Shlomo Sand n'est pas vraiment, disons, dans les milieux académiques, c'est pas celui qui est le plus cité. En ce qui concerne le judaïsme... J'ai pas bien compris, ça n'a rien à voir... Il s'est prétendu de Shlomo Sand. Maintenant, en ce qui concerne l'attachement à la religion, il y a eu une recherche très intéressante de Pew Research Center aux États-Unis il y a quelques années, où les juifs sont les moins attachés à la religion comparés aux autres, si on peut dire, ethnies ou composants des États-Unis. Et puis en Israël, je crois qu'il n'y a pas plus... Peut-être poser votre question, monsieur, la question, elle est celle-ci, c'est que... Alors, comme vous avez très bien dit, la plupart d'actes antisémites sont commis maintenant par des ressortissants de milieux défavorisés. Disons que surtout issus de la banlieue islamique. La question est telle, et ça j'ai un ami rabbin orthodoxe à Londres qui passe beaucoup de temps à aller dans les écoles, voir les musulmans, et il a beaucoup de succès. Vous vous calmez. On réclame votre question, monsieur. La question tout simplement, est-ce que vous croyez aussi que l'éducation, c'est le meilleur moyen pour montrer que les Juifs sont comme tout le monde, qu'ils souffrent, et puis justement qu'il faut aller beaucoup plus dans ces milieux défavorisés. Voilà, de l'importance de l'éducation pour lutter contre l'antisémitisme. Merci, monsieur. Alors, je crois que d'abord, on le voit aujourd'hui, et on l'a vu aux États-Unis ces derniers mois, l'antisémitisme, il frappe de bien d'autres endroits. On voit comment le suprémacisme blanc aussi a pu générer aux États-Unis ces idéologies des attentats antisémites. Donc, je pense que c'est important de voir à quel point il peut s'exprimer et passer à l'acte en bien des lieux. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut l'éducation, je ne sais pas si c'est ce que vous êtes d'accord, que l'éducation est centrale et critique. Moi, j'essaie d'intervenir, et c'est ce qu'on a fait beaucoup avec Rachid Benzine, avec Ismaël Saïdi, que vous connaissez peut-être, qui est un metteur en scène musulman. On intervient beaucoup dans les collèges, dans les lycées, et on est confronté à des clichés et des stéréotypes dingues. C'est-à-dire que parfois, les enfants prennent, et on va dire la parole est libérée, les enfants prennent la parole et nous racontent tous les clichés antisémites qu'ils ont. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un collège, je dois aller très vite, dans un collège, et il y a une petite fille qui a levé la main, toute mignonne, et on parlait d'antisémitisme, elle a levé la main, je lui ai dit oui, elle m'a dit, je vais essayer de le dire sans rire, pourquoi vous êtes radin? Et alors moi, j'ai compris pourquoi vous êtes rabbin. Et donc je lui ai dit, j'ai fait des études pour ça, c'est assez rare.
Et là, je me suis dit, c'est fou. Et en fait, tout à coup, j'ai compris, parce que j'ai vu à son regard que c'était pas sa question. J'ai compris, j'ai dit, ah, t'as dit radin. Et donc, je me suis dit, comment je peux lui répondre à cette question? Et je lui ai dit, tu me payes combien pour répondre à ta question? Alors, on va prendre une toute dernière question. Parce que tout à l'heure, vous allez dédicacer votre livre. Il faut quand même qu'on ait le temps pour le faire. Ah ben voilà, les mains s'ouvrent de partout. Alors là-bas, monsieur, en vous demandant vraiment de poser une question et pas de prise de position, de manière à ce qu'on puisse... Oui, Bonsoir. monsieur. Bonsoir, merci pour la conférence. Francis Allan, je suis étudiant aussi avec Mathieu, à l'Université de Genève. Donc la question de l'antisémitisme revient notamment avec le sujet de l'antisionisme. Et comme vous savez, il est évident qu'il y a des critiques d'Israël qui sont motivées par de l'antisémitisme. Et un groupe d'académiques britanniques a dit à ce sujet, la critique d'Israël n'est pas antisémite, excepté si elle est motivée par de l'antisémitisme. Ma question est, n'est-il pas dangereux de prétendre deviner les motivations profondes des gens? Et y a-t-il pas un risque pour la liberté d'expression? Oui, il peut y avoir un risque pour la liberté d'expression, c'est incontestable. Simplement, il est tout aussi incontestable que, comme je le disais tout à l'heure, qu'à mon sens, l'antisionisme a servi précisément d'abri à une parole antisémite où figuraient tous les marqueurs traditionnels, en réalité, de l'antisémitisme. Quand on voit qu'on suppose que les Israéliens ou les sionistes sont par définition ou par essence du côté des dominants, de ceux qui contrôlent, de ceux qui ont le pouvoir. En fait, c'est une lecture qui manque de complexité, me semble-t-il. Une démonstration de ça était, et j'en parle un peu dans le livre, le moment où des féministes radicales aux États-Unis, notamment les leaders de la marche des femmes, ont déclaré l'année dernière que, de leur point de vue, on ne pouvait pas être féministe et sioniste. Voilà. Et là, on tombait pour moi exactement dans la caricature, à mon sens nauséabonde, de ce que l'antisionisme peut être. Parce que ce qu'elles étaient en train de dire, ces femmes, c'est qu'elles étaient prêtes à venir en aide à n'importe quelle femme sur la planète, sauf à des juives. Voilà. Et ça, pour moi, c'est inacceptable, la façon dont on va caricaturer l'autre. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça, la façon dont on utilise ces mots aujourd'hui. Et je pense que oui, on est dans un temps où, parce que l'antisionisme a abrité ce qu'il n'aurait pas dû abriter, eh ben, il y a une nécessité aujourd'hui d'être extrêmement vigilant. Delphine Orvier, il faudra que vous reveniez à Genève, parce que non seulement il y a énormément de monde, mais il y a énormément de questions. On pourrait vous entendre encore très très longtemps. Je crois qu'on va conclure cette soirée en remerciant la LICRA, l'Esprit, Payot, la communauté juive libérale de Genève, l'Université de Genève, de l'avoir organisé, d'avoir eu l'excellente idée de vous inviter. Et je vais passer d'abord demander de vous applaudir, bien sûr. Et passer la parole à David Cherkassky, président de la communauté juive libérale de Genève, pour la parole de conclusion. Ah oui, l'anecdote, bien sûr. Vous permettez l'anecdote et ensuite on va vous passer la parole. Peut-être juste après. Oui, alors bon, monsieur Cherkassky et l'anecdote tout à l'heure. Merci. Bonsoir. C'est à moi qu'incombe la responsabilité difficile de clôturer cette soirée. Et comme je sais que vous êtes tous impatients de faire dédicacer vos livres par Madame Rohwiller et d'aller dîner, je vais être très bref. Le rabbin Jonathan Sachs dit de l'antisémitisme qu'il est un virus en constante mutation. Si les symptômes sont à chaque fois les mêmes, discrimination et violence contre un groupe arbitrairement désigné coupable des maux de la société, les vecteurs fondamentaux de son développement évoluent d'époque en époque. Comme un chercheur en virologie dans un laboratoire, il faut disséquer les évolutions du langage, qui sont les causes de ces mutations et qui permettent de créer le terreau sur lequel prolifèrent les propos et les actes antisémites. Votre livre, Madame Rohwiller, ainsi que votre intervention ce soir s'inscrivent parfaitement dans cette démarche.
En cette période de montée du populisme et de repli identitaire, cette lutte contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de discrimination est fondamentale. Elle est menée en Suisse par la LICRA et la CICAD, qui, entre autres, utilisent l'appareil législatif pour systématiquement signaler les cas flagrants à la justice. À titre individuel, nous ne devons pas rester résignés devant la banalisation de la haine. Face à chaque déclaration antisémite, à chaque acte, nous tous, juifs et non-juifs, devons affirmer publiquement leur inacceptabilité. Nous devons le faire en privé, dans notre quotidien professionnel et dans nos familles, mais surtout, il faut le faire sur les réseaux sociaux qui sont devenus autant de forums où les théories complotistes, xénophobes, antisémites et homophobes sont déployées sans barrière ni contradiction. Dans cette enceinte, il n'est pas inutile de rappeler que l'éducation restera toujours l'axe essentiel de lutte contre les discriminations. Nous devons, entre autres, continuer à enseigner les conséquences historiques de l'antisémitisme. Il faut rappeler à tous, et en particulier à nos enfants, que l'histoire se répète et montrer que ce qui touche les Juifs touche la société dans sa totalité. Les écoles et les universités sont idéalement positionnées pour façonner une société dans laquelle l'antisémitisme, l'homophobie et le racisme n'auraient plus leur place. Je finirai par une phrase d'Elie Wiesel, que vous citez aussi dans votre livre, prononcée lors de son discours de remise de prix Nobel de la paix en 1986, qui résonne toujours aujourd'hui. « La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Je vous remercie et je vous laisse à l'anecdote. Et je vous rappelle que le rabbin Horviller dédicacera son livre à la sortie. Bonne soirée, merci. Alors l'anecdote, certains parmi vous la connaissent peut-être. J'avais besoin de me lever pour ça parce que je suis prête à raconter ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Très exactement, ça demande un petit peu de solennité. Alors on raconte qu'au Mont Sinaï, le peuple était réuni, 600 000 âmes, des hommes, des femmes et des enfants réunis pour entendre la parole de l'Éternel. Et on ne sait pas exactement ce qu'ils ont entendu ce jour-là. Alors certains sages nous disent que réunis au pied du Mont Sinaï, les Hébreux ont entendu l'intégralité de la loi écrite et de la loi orale, de la Torah et de tous les commandements qui seront donnés à travers les temps. Ça fait beaucoup. Certains sages disent non, les Hébreux ont entendu simplement la loi écrite. Vous savez, cette loi, ces 5 livres de Moïse qui ont été transmis au Mont Sinaï. Il y a d'autres sages qui entrent dans le débat et qui disent pas du tout. Au Mont Sinaï, on a entendu les 10 commandements, les 10 paroles, cette loi éthique et morale qui nous incombe à tous, les 10 commandements. Et d'autres sages interviennent dans la conversation et disent pas du tout. Au Mont Sinaï, les Hébreux réunis ont entendu la première phrase des 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » L'énoncé d'un Dieu qui libère, c'est ça qu'on a entendu au Mont Sinaï, c'est une révélation extraordinaire. Et là, il y a d'autres sages qui interviennent dans le débat et qui disent pas du tout. Au Mont Sinaï, on a entendu le premier mot de la première phrase des 10 commandements. « Je ». L'ego divin. Extraordinaire, révélation freudienne, bien avant Freud. Et là, on se dit, on ne va pas aller plus loin. Eh bien si, parce que les mystiques, les kabbalistes, entrent dans la danse, et voilà qu'ils surgissent dans le débat, et nous disent, pas du tout. Au Mont Sinaï, chers amis, nous avons entendu la première lettre du premier mot de la première phrase des 10 commandements, c'est-à-dire Aleph. La lettre Aleph, dont la particularité en hébreu est d'être muette. 600 000 personnes sont réunies au Mont Sinaï pour entendre rien. Sauf que les mystiques ne s'arrêtent pas là et nous disent que non, le Aleph n'est pas complètement muet. Le Aleph, nous disent-ils, c'est le bruit que fait la glotte humaine qui s'apprête à parler. C'est-à-dire au Mont Sinaï, je vous invite à fermer les yeux. Imaginez-vous, le Mont Sinaï, le désert, vous êtes réunis pour entendre la plus grande révélation de tous les temps. Et ce que vous entendez, c'est le bruit d'une glotte humaine qui s'apprête à parler, c'est-à-dire la possibilité du langage. La possibilité de dire nous a été confié le peut-être du langage, ce qui reste à être énoncé, ce qui reste à être dit, et qui ne dépend que de vous. Merci.
dire.